Pendant ma campagne électorale, j'ai souvent entendu les partisans m'appeler Agbono. Cela m'amusait beaucoup et me complexait aussi un petit peu. À un moment donné, je commençais à dire, mais ne dites pas ça, ne m'appelez pas Agbono parce que vous allez émousser en moi l'ardeur avant l'œuvre. Puis, j'ai dit un jour, et après je l'ai répété une fois, je vais vous le dire en fond. Non, masolom na Agbono. Mina somi. Muna zo azomi. Muna ya zoko. Muna wa zodi mina zomi yo. Nou pwede we aton ene. Wa zofo nya Agbono bonde yo. Jo mina aton. Bonjour à tous, bienvenue. Si vous nous rejoignez dans cette émission, certains parlaient de désastre il y a quelques années au regard du tableau que présentait le secteur de l'énergie avec son corollaire de souffrances infligées aux populations. Ce secteur perçu comme levier du développement connaît une métamorphose aujourd'hui. À la clé, les réformes en vue de la satisfaction des besoins des populations en énergie électrique. Quel bilan peut-on faire en 4 ans de gouvernance de la rupture dans le secteur de l'énergie? On en parle sur ce plateau avec le ministre de l'Énergie, donnant Jean-Claude Rousseau. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, monsieur Aboulaye. Avec moi, pour co-animer cette émission, Loris Davor. Bonjour, Loris. Bonjour, Koudous. Vous êtes journaliste à Eden TV. Oui. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, monsieur Davor. Bonjour à tous. Monsieur le ministre, quel est l'essentiel de ce que prévoit le PAG dans le secteur de l'énergie? Bonjour à tous. Vous êtes pas sans savoir du caractère éminemment stratégique de ce secteur pour le développement socio-économique de tout pays. Et je crois que le gouvernement de la rupture l'a compris très très tôt, puisque même pendant la campagne électorale du chef de l'État, il disait bien ceci, que l'énergie doit devenir le sang qui coule dans les veines de nos concitoyens. Et évidemment, la parole a joint l'acte, ou l'acte a joint la parole, notamment à travers le programme d'action du gouvernement, qui fait une part belle à ce secteur, puisque pas moins de 10% de l'ensemble des projets phares du programme d'action du gouvernement est consacré donc au secteur de l'énergie à travers 4 projets phares. Premièrement, c'est étendre et augmenter la capacité thermique de notre pays pour rendre encore plus disponible l'électricité au coût abordable. Deuxièmement, c'est la focalisation sur les énergies renouvelables, plus que jamais, parce qu'on ne peut pas être dans un pays doté naturellement d'énergie solaire et lui tourner le dos comme le fait le tournesol en fin de journée. Et donc, c'est montrer effectivement que nous faisons partie des 121 pays les plus ensoleillés du monde et il faut en tirer parti. Troisième projet phare, c'est bien sûr notre société de distribution nationale dont l'ambition du gouvernement est de faire en sorte que cette société soit restructurée et soit capable de répondre aux enjeux d'aujourd'hui et de demain. Tant l'ambition du gouvernement est grande de transformer structurellement ce pays pour améliorer les conditions de vie de nos concitoyens et pour cela, il faut que cet intrant qu'est l'électricité, cet intrant stratégique soit disponible en quantité, en qualité et à l'heure, en prenant en compte les préoccupations environnementales. Et le dernier projet phare, c'est le gouvernement qui, en plus, a une vision qui va au-delà de la disponibilité simple de cette énergie, c'est de faire en sorte qu'on en fasse une meilleure utilisation. Donc le 4e projet phare parle effectivement de la maîtrise de l'énergie et de l'efficacité énergétique. Donc vous voyez à travers ces grands projets phares que nous déployons à grands pas avec des réformes audacieuses, profondes, parfois je dirais difficiles, mais c'est à ce prix que nous allons transformer littéralement ce secteur et en même temps que l'ensemble des pans du programme d'action du gouvernement. Et je crois que vous avez eu raison tout à l'heure de dire que ce secteur est en pleine métamorphose. Tout à fait, monsieur le ministre. On voit que le secteur de l'énergie est au cœur du PAG. Quelle est
le visage que présentait justement ce secteur de l'énergie à votre arrivée en 2016? Évidemment, je crois que beaucoup s'en souviennent ou beaucoup l'ont oublié déjà. Notre pays était, je dirais, soumis à des délestages sauvages qui pouvaient durer des jours, parfois pour certaines régions, où on n'informait même pas les gens sur les situations et éventuellement leur donner de la visibilité que quand est-ce que l'énergie électrique va revenir. Il y en a dans chaque maison, on doit faire l'expérience d'un frigidaire dont les denrées ont pourri parce qu'il n'y a pas d'énergie. On doit faire l'exemple des artisans qui ne pouvaient plus faire leur métier. D'ailleurs, ça me fait rappeler une anecdote. Je marchais un samedi et puis il y a un réparateur de télé qui m'aperçoit et me reconnaît et qui dit Monsieur le ministre, c'est à cause de vous que je ne peux plus mentir à mes clients. J'étais interloqué, je ne comprenais pas ce qui arrivait. J'ai dit mais pourquoi moi? Il dit mais maintenant que le gouvernement de Patrice Talon a ramené l'électricité, je ne peux plus dire à mes clients que c'était à cause du délestage que je n'ai pas fait le travail. Donc cette énergie est maintenant à disposition. Et on voit que à travers un certain nombre d'indicateurs de performance économique, le taux de croissance qui, en l'espace de 4 ans, a décollé et durablement avec toutes les actions concomitantes qui contribuent au développement de notre pays, on voit réellement la place qu'occupe l'énergie électrique dans le développement socio-économique de notre pays. Et cette disponibilité qui s'est accrue se traduit évidemment par une augmentation des activités, que ce soit génératrices de revenus, mais je dirais plutôt des activités créatrices de valeur pour notre pays. Et ça, c'est heureux et on peut remercier et féliciter un homme qui a une ambition pour ce pays, qui a une vision, qui est déterminé, qui est engagé. Et je crois que ça se traduit aujourd'hui par les résultats que nous observons dans ce secteur. Mais avant votre arrivée, le tableau était bien sombre, monsieur le ministre. Je confirme. Mais aujourd'hui, ces musées sont devenus maintenant de vraies centrales. Et en plus, les souffrances de nos concitoyens à l'époque n'étaient pas seulement du côté de l'électricité. Parce que par manque d'énergie électrique, on ne pouvait pas suffisamment produire de l'eau et mettre donc en secours. Et ce qui faisait que chaque fois qu'il y avait coupure, et Dieu sait qu'il y en avait, je comptais quand même du bureau du ministre de l'Énergie une dizaine par jour, et qu'est-ce que ça devrait être pour le Kidam moyen, et chaque fois qu'il y avait une coupure d'électricité, il y avait aussi coupure d'eau. Parce que par manque d'énergie électrique, on produisait à flux tendu l'eau. Donc chaque fois coupure, chaque fois l'eau. Il y avait d'ailleurs un indicateur très simple qu'on retrouvait dans les salles de bain ou dans les douches. C'était des seaux pour chaque fois il peut y avoir disponibilité de l'eau, on en mettait en réserve pour au cas où. Bon, aujourd'hui, je crois que nos concitoyens ont vu. Monsieur le ministre, ça c'est avant 2016, justement. Avant 2016. Alors, vous venez de peindre là un tableau sombre, monsieur le ministre. Quelle a été la thérapie proposée par le gouvernement? Je crois que le mot que vous avez utilisé, c'est un mot juste. C'est une vraie thérapie parce que tant les souffrances de nos concitoyens étaient grandes, vraiment. Et l'activité économique, on peut le voir à travers les éléments macroéconomiques, notamment le taux de croissance, etc., était en panne. Et le gouvernement, avec une détermination sans égale, mais surtout avec méthode, discernement et une vision désormais claire dans ce secteur, a effectué un diagnostic. Parce qu'on ne peut pas aller en amateur ou en aventure. Il faut que de manière précise, qu'on ait tous les éléments sur lesquels nous allons travailler pour transformer ce secteur. Ce que nous avons fait très rapidement, dans les semaines qui ont suivi l'arrivée au pouvoir de ce gouvernement, en mettant en place ce qu'on a appelé le PRSE, le plan de redressement du secteur de l'énergie, à travers des actions court, moyen et long terme. Quand on se met sur le schéma d'un diagnostic qui vous amène sur des actions court, moyen, long terme, ça traduit tout simplement qu'il y a une vision. Et on veut donner de la visibilité sur l'ensemble des actions. Et ce que je peux dire aujourd'hui, on aura l'occasion de revenir dessus, c'est que les résultats
que ce gouvernement obtient désormais dans ce secteur prouve, s'il faut encore répéter, que les décisions qui ont été prises dès avril 2016 sont des décisions justes parce que les actions aujourd'hui sont en cohérence avec cette vision donnée dès 2016 et la cohérence avec le plan d'action qui avait été lancé. Alors ces actions qui ont été suscitées, des actions à moyen, à court et à long terme, et ces actions qui ont été traduites sur le terrain par l'installation et la location des groupes que vous avez appelées des mesures urgentes. Nous allons donc faire un tour à la régie pour nous replonger dans l'ambiance de l'installation de ces groupes que vous avez donc loués. Regardons. Nous sommes là pour supporter la demande. Dès qu'il y a une coupure, nous sommes directement interpellés par la SBE via le poste de Mariagleta qui est ici pour nous demander d'entrer en production pour pallier au déficit du pays. Le résumé, c'est que vous êtes ici à Mariagleta. Ici, c'est le site de APR Énergie. Lui, c'est le directeur du projet. Donc, il vient de vous faire un résumé là où on est aujourd'hui. Et si vous voyez derrière nous, ça c'est une centrale qui est constituée de 2 turbines GE qui vont produire 50 MW. Et devant nous, c'est les groupes qui vont nous aider pour le démarrage des turbines. Donc, on a le cuivre de stockage derrière nous qui appartient à SBE et on a aussi le cuivre de stockage. Le projet a pris corps effectivement pratiquement en fin d'année 2016 où nous avons contracté le marché avec le fabricant de ces centrales-là, de ces moteurs, le développeur de solutions d'énergie Varsila Industrie qui effectivement a mobilisé le chantier à partir de novembre 2016 et aujourd'hui nous avons dans un premier temps en septembre 2017 fait une réception partielle de 20 MW sur les 3 sites et aujourd'hui je peux vous dire que nous avons entièrement fini les travaux sur les 3 sites où nous avons atteint les objectifs de départ du projet pour les 30 MW. Ici, nous sommes à la centrale thermique de Parakou, comme vous le voyez. C'est une centrale qui est installée depuis 2005. Mais en 2016, il y a un nouveau vent qui a soufflé sur cette centrale, qui a consisté à la réhabilitation de 6 groupes. Cela suppose que les grands travaux de révision de 12 000 heures ont été effectués. Et cela suppose également qu'on a une puissance disponible de 12 MW. En matière d'électricité, on peut se frotter les mains parce qu'actuellement, à la pointe, Parakou a une demande de 12 MW. Et Dieu aidant, avec le gouvernement actuel, avec son soutien, son apport, 6 groupes ont été réhabilités ici. Donc on peut dire que les 6 groupes peuvent tenir tout Parakou parce que Parakou fait 12 MW au total. Les mesures urgentes sont aussitôt enclenchées. Nous l'avons constaté dans cet élément témoin, Monsieur le ministre. Les groupes loués ont été installés sur les différents sites. Mais pourquoi ce choix de location, Monsieur le ministre? Pourquoi ne pas opter pour l'acquisition de ces groupes? Alors déjà, ce qu'il faut noter, c'est dans le cadre donc des mesures court terme. Qui dit court terme dit mesures d'urgence. Parce que l'instruction était claire du chef de l'État, qui était la suivante. Faire en sorte que pendant les fêtes de fin d'année 2016, que mes concitoyens aient la lumière. Je veux que fin 2016, l'ensemble des Béninois fêtent avec la lumière. Je peux vous dire que ce fut un bras-le-bas de combat pour se mobiliser, pour qu'en quelques mois, on puisse avoir disponible des moyens de production. Vous savez, si je prends Mariagleta, on reviendra dessus, c'est une construction qui a duré plus de 17 mois. On ne peut pas, pour le court terme, opter pour cette solution. C'est pour ça que c'est une solution moyen-long terme. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, il y a des sociétés spécialisées dans des urgences, la mobilisation d'urgence, qui coûte évidemment très cher. Le coût de revient de l'électricité est très cher, donc ça ne peut pas être un moyen de production à long terme. Mais ça permet effectivement, à travers cette mobilisation urgente, de parer au plus pressé rapidement, donc en urgence.
Donc nous avons opté pour cette solution-là, de manière à ce que, à partir du mois de mai, on a lancé toutes les opérations d'appel d'offres, etc., pour pouvoir aboutir au respect scrupuleux de l'instruction du chef de l'État, qui était de donner la lumière pour nos concitoyens. Mais aussi, je peux vous noter que dans le cadre de ces actions court terme, en plus de l'allocation des moyens de production urgentes pour satisfaire ce besoin, nous avons également travaillé à la réhabilitation de plusieurs centrales. Souvenez-vous que j'avais qualifié en avril 2016 de musées, notamment à Porto Novo, à Paracou et à Natitengu, et obtenu donc du constructeur de ces moteurs, qu'il soit lui-même là pour nous donner satisfaction le plus rapidement possible, parce qu'il les connaît mieux que quiconque, ces moteurs, et qui sont aujourd'hui capables de fournir 30 MW en plus de tout ce que nous avons aujourd'hui. Mais ce qu'il faut noter également, c'est que ces mesures court terme vont également dans la diversification des sources d'approvisionnement d'énergie électrique. Par exemple, on s'est dit, on ne peut pas être dans une situation de souffrance comme ça pour nos concitoyens et se faire en fait contraint par un code que nous avons volontairement signé. Je veux parler du code bénino-togolais qui a été signé avec la création de la communauté électrique du Bénin en 1968. C'était une très bonne initiative en ce temps-là, mais les choses ont évolué. 50 ans après, nous sommes plutôt dans une vision régionale et nous avons des difficultés dans notre pays. Donc il faut voir comment ménager la chèvre et le chou et pour satisfaire nos concitoyens. Cela s'est traduit comment? Ça s'est traduit par le fait que le Bénin a demandé une dérogation spéciale auprès du Haut Conseil interétatique de la CEB pour pouvoir être en capacité de diversifier ses sources d'approvisionnement, parce que jusque-là, c'était seulement la CEB qui pouvait alimenter les deux pays. Donc grâce à cette dérogation que nous avions rapidement obtenue, nous avons pu aller chercher d'autres fournisseurs d'énergie électrique, notamment Paras Énergie, qui, dès le mois de février 2017, a commencé par nous fournir 60 MW supplémentaires pour pouvoir parer au plus pressé, en plus donc des moyens de location d'urgence que nous avions mis en place. Voilà, les 30 MW ont permis aux Béninois de renouer avec l'électricité, l'énergie électrique, des actions donc, qui témoignent la fin donc, du délestage, et c'est pour le bonheur des Béninois, certainement. Vous savez, quand on parle d'électricité, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il faut raisonner en système électrique. Et qui dit système électrique dit il y a plusieurs pans. Il y a particulièrement 3 pans. Et que si l'un de ces pans n'est pas au rendez-vous, il n'y aura pas d'électricité chez vous. Il y a la production, c'est-à-dire produire cette énergie électrique. Deuxièmement, il y a le transport. Il faut pouvoir le transporter. Si les moyens de transport sont en panne, l'énergie que vous avez produite, qui est disponible, ne peut pas passer d'un endroit A à un endroit B. Et troisième pan, c'est la distribution. Une fois qu'on a transporté l'énergie de son lieu de production dans les zones d'utilisation, compte tenu de son niveau élevé de tension, pour ne pas en perdre beaucoup lors du transport, il faut mettre en place ce qu'on appelle donc des transformateurs. Des transformateurs qui vont permettre de transformer cette énergie élevée en énergie de potentiel plus faible pour arriver donc à la maison ou dans les boutiques à 220 volts, sachant que le transport se fait à 161 000 volts. Donc il faut que ces 3 pans soient efficaces, soient opérationnels. Donc nous avons commencé par travailler sur la production, la rendre disponible, mais on ne peut pas travailler en série l'un après l'autre. On doit fonctionner en parallèle si on veut que nos concitoyens aient à disposition le plus rapidement possible cette énergie électrique en quantité, en qualité et à l'heure. C'est pour ça qu'en même temps que nous nous occupions de la production électrique, nous avons engrangé aussi des actions pour rendre viable, efficace notre réseau de transport. Je peux vous rappeler que notre réseau de transport, quand on est arrivé en 2016, il y a une bonne partie qui datait même de la période des indépendances. Donc, qui occasionnait évidemment des difficultés
avec le moindre orage, il y a des coupures, etc. Les élagages qui n'étaient pas forcément faits et qui pouvaient tomber sur des lignes, tout ça créait en fait des difficultés supplémentaires à nos concitoyens. Donc nous avons travaillé sur ce deuxième pan également et nous continuons de le faire. Un exemple patent, c'est la manière dont on alimentait le nord du Bénin. Oui. Vous allez être ahuri. C'est que l'énergie qui quittait le Nigeria, par Sakété, puisqu'il faut savoir que historiquement, le Bénin est structurellement déficitaire en matière d'énergie électrique. Et vous allez voir comment on a changé de paradigme par rapport à ça. Oui. Donc cette énergie qui arrivait à Sakété, parce qu'on a une sous-station importante de transformation à Sakété, avant d'aller au nord du Bénin, traversait Cotonou, quand on est Porto-Novo, traversait Cotonou et allait jusqu'à Lomé, montait au nord du Togo, arrivait à Kara, et de Kara va rentrer dans le nord du Bénin pour aller alimenter les Béninois. Il peut y avoir des obstacles. Tout un périple, et comme vous le disiez, il peut y avoir non seulement des obstacles ou des difficultés de quelque nature que ce soit sur cette ligne-là, c'est nos concitoyens, notamment du Nord, qui en souffraient. Voilà. Et donc, nous avons révolutionné cet aspect-là par deux actions majeures. Et je tiens à saluer l'ensemble des partenaires techniques et financiers qui nous ont soutenus dans cette action. Nous avons construit une ligne qui va d'Onigbolo jusqu'à Parakou, qui fait désormais de Parakou un hub en matière d'énergie électrique pour le Nord. Cette ligne de 261 km exactement, avec une puissance de 161 kV, impose une ligne de 161 kV, donc haute tension, qui permet dorénavant d'aiguiller directement cette énergie dont on a besoin dans le Nord à travers ce que j'appelle maintenant une dorsale verticale de notre pays. Et nous avions complété par une action non moins importante que nous avions inaugurée troisième semaine d'août 2019, c'est la prolongation de cette ligne haute tension qui nous amène maintenant jusqu'à Malanville. Avant d'en venir à la construction des lignes, le ministre a suivi avec nous tout à l'heure l'installation, la location et l'installation des groupes, mais ces groupes installés ne le sont pas restés indéfiniment. Tout à fait. La procédure a évolué, on en a démobilisé aussi, on va demander au ministre de nous permettre de suivre cet extrait de démobilisation de ces groupes, et ce n'est qu'après ça qu'on va aborder, comme le ministre le souhaitait tout à l'heure, la construction des lignes. Avec l'avènement du régime du président Patrice Talon, on est passé à 100 MW. Ce qui a permis, dès son arrivée, de pallier aux problèmes d'énergie qu'on avait eu pendant cette période-là. Maintenant, le gouvernement a mis les gros moyens avec l'installation de sa centrale de 120 MW à Maria-Gleta. Puisqu'il faut rappeler que Agrico est une centrale temporaire de secours. Donc, aujourd'hui, nous sommes à la phase de démobilisation, puisque le Bénin s'est auto-doté de sa propre capacité énergétique. Oui, ici nous sommes sur le site de production d'Apapa, Agrico, un fournisseur privé d'électricité qui est en phase de fin de chantier. La situation que vous voyez ici est d'une délicatesse telle que cela a nécessité la mise sur pied d'une commission spéciale. Parce que tout ce qui est combustible à la SB2E fait appel à un suivi extrêmement rigoureux, en l'occurrence le gasoil. C'est pour ça que tout ce qui se fait ici, les prélèvements du reste du gasoil non consommé par les groupes loués auprès du fournisseur Agrico sont suivis, tracés jusqu'à la nouvelle destination qui sont stockés dans des cuves appartenant à la SBE. Et la suite de l'opération de démobilisation des sites agricoles continue. Ici c'est Bégamin. Tous les générateurs de Bégamin sont déjà partis vers le port. Donc dans la suite, c'est les autres conteneurs qui vont partir. En attendant, on est en train de transférer les conteneurs marchandises qui sont sur le site de Bégamin vers le site de Apapa en attendant que ce lot ne soit prêt à partir.
Alors pourquoi démobiliser ces sources d'énergie? On a vu, est-ce que cette option a-t-elle montré ses limites, Monsieur le ministre? On pouvait continuer avec ces groupes. Non, monsieur, on ne pouvait pas continuer. C'est des groupes qui sont des moyens d'urgence. Ce qu'il faut noter, c'est que on peut avoir le sourire de voir que ce gouvernement a décrit en avril 2016, ce que ce gouvernement a prévu dans les années qui vont suivre 2016, se traduisent exactement comme c'était prévu. Et ça, c'est un exemple concret, puisque nous nous étions engagés que, au plus tard, fin 2019, il n'y aura plus de moyens de location pour produire de l'électricité au Bénin. Nous avons tenu ce pari, qui paraissait fou pour certains en 2016, tant il y avait de souffrances des années précédentes, mais nous avons tenu ce pari et ces moyens d'urgence sont démobilisés aujourd'hui complètement, ce qui confirme que nous sommes rentrés dans le moyen long terme. Le court terme est passé. À long terme. Et là, nous allons parler du gros morceau, Maria Gleta. Ce qu'il faut noter, c'est encore une fois la traduction d'une vision. La traduction d'un travail méthodique, avec discernement, et qui, de jour en jour, de mois en mois, donne de la visibilité à nos concitoyens à travers des réalisations concrètes. Mais tout ça, c'est grâce à cette ambition, cette détermination et cet engagement de ce gouvernement et du premier d'entre nous, qui est le chef de l'État, qui s'est traduit par une feuille de route claire qui a été donc dessinée et qui progressivement est en train de porter ses fruits. Et pour paraphraser le titre de cette émission, je crois que le temps de moisson est venu. Ah oui. Et on peut montrer ce que nous moissonnons et que nous allons continuer à moissonner parce que le meilleur reste à venir. Vous savez, définitivement, nous allons tourner le dos aux souffrances rencontrées par nos concitoyens pendant des décennies dans ce secteur. Dans ce secteur qui est éminemment stratégique, qui est la clé, je dirais, ou le socle de tout développement socio-économique dans tous les pays du monde. Et celui qui a compris ça, a compris beaucoup de choses, est, je dirais, en marche vers le développement de son pays. Et donc, dans les actions moyen terme, il y a effectivement la programmation de la construction d'un certain nombre d'infrastructures de production d'électricité. C'est le premier projet phare que j'ai cité en début de cette émission. Donc, augmenter et étendre la capacité thermique de production d'électricité pour rendre cette énergie électrique disponible à nos concitoyens, et aussi dans le cadre des activités industrielles, artisanales, etc., pour créer de la valeur et entraîner un vrai développement dans ce pays. Vous savez, dans le cadre du PAG, la vision est qu'il faut transformer structurellement l'économie de notre pays pour pouvoir, à terme, arriver à l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. En fait, c'est ça l'objectif principal. Et tout ce que nous faisons concourt à cet objectif fixé par le président de la République. Donc, dans le moyen terme, qu'on avait déjà prévu en 2016, nous arrivons en 2019 à la concrétisation d'une première étape de la construction d'un certain nombre d'infrastructures de production d'électricité. Et pour la première fois dans notre pays, vous allez voir que nous allons faire des centrales thermiques pour produire de l'électricité, mais, et surtout, nous nous orientons vers les énergies renouvelables, qui fait l'objet du deuxième projet phare du secteur de l'énergie pour le PAG. Et nous reviendrons là-dessus plus tard. Donc, Maria Gleta 2 est née. Maria Gleta 2 est née et ce joyau fait la fierté des Béninois, Loris. Parce que justement, Maria Gleta vient dissiper les peines et ennuis de nos paisibles populations. Je ne vous apprends rien. On va remonter à la régie justement pour revivre justement le film de l'inauguration de la centrale de Maria Gleta.
L'instant que nous vivons ici ce jeudi 29 août 2019 est à la fois solennel et historique pour notre pays. Il est aussi une victoire collective sur le délestage qui, il y a quelques années encore, paraissait impossible à surmonter. En 3 ans, nous sommes en train de remporter la bataille de l'autonomie énergétique pour notre pays. Énième jour a marqué d'une autre belle pierre blanche, puisque son Excellence, M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, honore encore sa réputation déjà établie d'homme des grands défis. Nous avons tenu les engagements, nous avons pu réaliser le projet dans les délais qui ont été chers au président de la République et à tout son gouvernement. Et c'est une fierté pour nous. Techniquement, on a 7 moteurs diesel qui fonctionnent donc soit au gaz et au HFO. Le HFO, c'est du fuel lourd et donc on produit pour chaque moteur 18,5 MW, ce qui fait un total de 127 MW. Et moi, tout de suite, quand on dit lorsqu'il reste à faire, rien n'est fait encore. Je suis pressé de voir les 2 autres centrales annoncées là, commencer, et que d'ici 2020, 2022 ou 2021, tel que c'est dit, que le Bénin soit autonome sur le plan énergétique. Je suis un industriel et je sais combien de fois l'énergie est capitale pour développer les activités dans un pays. J'étais ému de voir tout ce qui s'est réalisé ici à Maria Gleta. Le projet Maria Gleta 2, c'est gigantesque, c'est formidable. Et grâce à cet engagement très fort de la BID et à l'excellence de notre coopération avec les autres institutions, on a pu faire l'arrimage de la BOAD et de la Banque d'investissement de la CEDEAO. Moi, je suis très impressionnée, comme je l'ai dit, bluffée, et d'avoir une centrale comme ça ici au Bénin. Et de voir que 95% pratiquement du personnel qui a travaillé dessus est béninois. Donc ça, c'est quelque chose dont on peut être vraiment fier. Je suis très heureux de la concrétisation de ce projet que nous avons beaucoup attendu, surtout nos jeunes entrepreneurs, parce que vous le savez, l'énergie dans un pays, c'est le poumon de tout développement économique. Nous sommes à Maria Gleta, ça fait 25 ans au moins, hein, et nous sommes venus ici dans la brousse. Tous ceux qui nous connaissent et qui nous visitent dans le temps, c'est les plus malheureux au monde. Aujourd'hui, à l'arrivée du chef de l'État, et Patrice Talon, c'est comme Paris. Hein. On est trop satisfait du service. Moi, je viens d'arriver à peine 2 minutes ici, déjà servi, donc je suis très content. Auparavant, on perd trop de temps ici. Non, délestage, on n'en parle plus de ça. Le délestage, vraiment, on remercie beaucoup la SBE. Sur ce point, on n'en parle plus de ce point-là ici au Bénin. Actuellement, je peux dire que les services ont été nettement améliorés. C'est mieux que ce qu'on avait l'habitude de rencontrer. Et surtout quand on vient, on est vite servi. Je ne viens pas encore faire 5 minutes, j'ai payé déjà ma facture, ils sont en train de partir. C'est ce qui est bon. Une partie des petits débuts de jours, et ouais, c'est parti de tout. Et pour te baisser notre rang, d'ailleurs, qui dit à blanc avec ma de agir sous pour la côté. Vous devez pas être autant. Mais avec des côtés, et côté dessous. Là, c'est là, ça tombe. Le courant, c'est côté. Dessous, temps. Voilà, Monsieur le ministre, souris aux lèvres. Le joyau a été accueilli par les Béninois, mais Maria Gleta, l'aboutissement paraît tout simple.
Mais partagez-nous un peu les difficultés que vous avez eues. Tout d'abord, c'est une fierté nationale. C'est une fierté nationale à mettre à l'actif du président Patrice Talon. On dit souvent dans notre langue que quand on trouve un bon habit sur le corps de son ennemi, il faut quand même avoir l'honnêteté de le dire. Il faut avoir l'honnêteté de l'en féliciter. Nous sommes venus de très loin. Mais ce qu'il faut noter, c'est que compte tenu de son engagement, de sa détermination, nous n'avions, en tout cas personnellement moi, je n'avais aucun doute sur cet aboutissement. Puisque là, c'est historique, cette réalisation dans notre pays, et avec également la manière de réaliser. Ce n'est pas que le produit qu'il faut voir, c'est la manière aussi qu'on a mise là-dedans, qui s'est traduite par le fait que, donné pour 18 mois, nous sommes arrivés à l'heure avant l'heure. Prévu pour 110 milliards, nous avons dépensé 90 milliards, donc moins que prévu. Pour ceux qui se souviennent des décennies précédentes, il n'y a pas beaucoup de projets qui peuvent avoir un rendez-vous aussi impressionnant. Et puis, troisième élément, c'est que ce qu'on appelle le contenu local d'un projet majeur comme celui-là a également été au rendez-vous à travers la mise en place d'un certain nombre d'infrastructures socio-communautaires, pour ne pas dire socio-économiques, puisque ça a permis la construction d'une voie de 3 km qui part du carrefour Tankway jusqu'à la centrale, qui est complètement pavée aujourd'hui et qui apporte satisfaction à la population. Ça a permis la construction de 25 salles de classe dans la localité. Ça a permis la suppression, et on est toujours en cours d'ailleurs, la suppression des toiles d'araignée dans cet environnement, dans ces localités-là, qui aujourd'hui vont voir leur vie complètement changer. Ça a permis la construction d'infirmeries. Ça a permis la construction d'un endroit pour la police républicaine. Et j'en passe, et des meilleurs. Mais ce qu'il faut noter également, en termes d'impact local, c'est que 80%, je dis bien 80% des entreprises qui ont travaillé sur ce site sont des entreprises béninoises. Ce n'est pas tous les jours qu'on construit une centrale de ce niveau-là. Et quand nos concitoyens, entrepreneurs, industriels, ont eu l'occasion de s'impliquer dans ce type de construction, ça leur permet aussi de monter leurs compétences pour pouvoir compétir, je dirais, à l'international. Et deuxièmement, il faut savoir également que 90% de l'ensemble des agents ou du personnel qui a travaillé sur ce site a été du personnel béninois, et particulièrement un bon nombre venant des localités environnantes. Et monsieur le ministre, dans la fourniture de l'énergie électrique, qu'est-ce qui va changer désormais? Il faut que les Béninois comprennent. Certains le savent, on l'a suivi dans les éléments, mais on voudrait que vous reveniez un peu sur quel va être l'impact. C'est un changement radical qui s'est opéré ou qui continue de s'opérer dans notre pays dans le cadre donc de cette dynamique insufflée, particulièrement dans le secteur de l'énergie. Je vous ai rappelé tout à l'heure, quand on parle d'électricité, il faut parler du système électrique avec ses différents pans. Production, transport et distribution. Au niveau de la production, effectivement, voilà un pas de géant qui vient d'être réalisé et inauguré au mois d'août dernier, qui va consolider plus que jamais la disponibilité électrique au niveau du Bénin. Le fameux changement de paradigme dont on parle, particulièrement dans le secteur de l'énergie, est en marche à travers cette belle réalisation qui va nous permettre, en plus des centrales réhabilitées à Porto-Novo, à Parakou et à Natitingou, et puis de la turbine à gaz qu'il y a à Maria Grita qui a été complètement rénovée, qui va nous permettre désormais de disposer de 180 MW dans notre pays, de passer de près de 0 MW à 180 MW. Ce qui veut dire, désormais, si je prends en compte
ce qu'on appelle le pic de consommation de notre pays. Le pic de consommation, c'est le moment de la journée où on consomme le plus d'énergie électrique. Ça se passe entre 19h et 22h. Notre pic oscille actuellement entre 220 240 mégawatts. Vous savez, disposer, et ça c'est historique également, dans notre pays maintenant, 180 mégawatts, c'est dépasser déjà plus de 60% de ce pic de consommation. Ça veut dire autrement que nous sommes résolument engagés sur cette route de l'autonomisation énergétique de notre pays, puisque en l'espace de 2-3 ans, nous sommes passés de près de 0% en termes d'autonomie en matière d'énergie électrique à plus de 60% aujourd'hui. D'ailleurs, dans la journée, certains jours, nous atteignons même 80 voire 90% de cette autonomie, tant l'utilisation, par exemple un samedi ou un dimanche, la consommation dans la journée est en deçà de ce que ça peut être dans la semaine. Donc, des fois, on avoisine ces 80 mégawatts, des fois même moins. Donc aujourd'hui, le Bénin, à l'espace de 2-3 ans, a mis en place des éléments, des réalisations concrètes à travers des réformes importantes et l'exemple de Maria Gleta qui nous permet d'atteindre aujourd'hui et de dépasser 60% d'autonomie. Et je vous donne rendez-vous au nom du gouvernement que fin 2021, le Bénin sera complètement autonome en matière énergétique. Monsieur le ministre, peut-on affirmer aujourd'hui que la centrale de Maria Gleta va impacter sensiblement le processus de création de richesse au Bénin? C'est sans aucun doute. Sans aucun doute, parce que ce qu'il faut noter, avoir ces moyens de production propres, il n'y a pas mieux. On ne peut pas parler d'indépendance industrielle ou économique sans parler d'indépendance énergétique. Et c'est cette voie d'indépendance énergétique qui a été tracée par le président Patrice Talon et que nous suivons chaque jour que Dieu fait. Et les résultats que nous engrangeons au fur et à mesure montrent que cette voie qui est tracée est la voie la plus juste, et tous les éléments qui concourent à emprunter sereinement, sûrement, avec détermination cette voie, montrent qu'on continue sans aucun doute que nous allons y arriver et que l'impact socio-économique se montre déjà. Vous n'avez qu'à voir le taux de croissance en 2018, ce que c'est en 2019 et ce qu'on prévoit pour nous en 2020. C'est réellement une croissance du taux de croissance. Les Béninois sont pressés. Certains se demandent s'ils auront Maria Gleta 3. Vous savez, je disais tantôt que ce gouvernement, et particulièrement pour ce secteur, travaille avec méthode, avec discernement. Tout ça avec un chapeau qui est la vision. Une vision claire, avec une feuille de route également claire. Et sur cette feuille de route, le premier projet phare, qui est d'augmenter la capacité de production d'électricité, passe par la construction d'infrastructures de production, exemple Maria Gleta 2, mais également 2 autres centrales thermiques sont prévues derrière, notamment une de 120 MW également encore, dont nous travaillons aujourd'hui au lancement prochain de l'appel d'offres, puisque c'est dans le cadre de producteurs indépendants. C'est l'occasion de vous rappeler que l'objectif du gouvernement, c'est de faire en sorte que les investisseurs privés puissent investir massivement dans ce secteur qui est éminemment capitalistique. Donc une deuxième centrale de 120 MW et une troisième centrale de 25 MW également dans le tuyau. Mais à côté de ça, le gouvernement veut avoir un mix énergétique responsable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire être en capacité d'utiliser toutes les possibilités que nous avons, en plus nos possibilités propres pour produire de l'énergie. Je veux parler du solaire. C'est pour ça que depuis le 19 décembre dernier, nous avons lancé un appel d'offres international pour la construction de 4 centrales solaires de 50 MW, à la fois 2 fois 10 MW et 2 fois 15 MW à Boïcon, à Parakou, à Djougou et à Natitangu.
l'appel d'offres. Donc, c'est une très bonne nouvelle qui viendra compléter une première centrale dont on va lancer la construction dans les semaines à venir. Et je vous inviterai à y prendre part, de 25 mégawatts à Iloulofi, à Onigbolo. Et là, c'est une centrale d'envergure solaire financée donc par l'Union européenne et l'Agence française de développement et qui va montrer que l'orientation énergie renouvelable de notre pays n'est pas que 20 mots, ça se traduit dans des actions. Et donc, vous m'avez parlé de Maria Gleta 2, de 3, de 4, et puis des centrales solaires. Vous allez en avoir 1, 2, 3, 4 et 5. Nous allons faire un tour à la régie pour suivre cet élément qui nous édifie sur la construction d'abord des lignes. Des lignes. Oui, regardons ensemble. Nous sommes sur le site d'Onigbolo, le poste Oufachon d'Onigbolo. C'est ce poste que la Banque mondiale a financé pour le Bénin. Donc, comme nous sommes arrivés ici, c'était la bouche. Tout ce que vous voyez a été financé par la Banque mondiale à travers le projet d'AM. Donc, tout le nord pratiquement était alimenté à partir d'ici, mais avec une situation de tension, pas du tout. Ce n'était pas conventionnel, c'était à la limite d'un bricolage. Nous avons ici 2 travées lignes, une travée ligne venant de Parakou, une travée ligne qui quitte Bembereke pour Kandi jusqu'à Malanville. Et on a installé 2 transformateurs de puissance 20 MVA qui font la transformation de la tension du niveau 161 kV à 34 000 kV pour les besoins de la SB2E. Nous avons également comme caractéristique ici une travée couplage qui permet donc de faciliter l'exploitation puisque ce poste contient 2 jeux de barres. Ceci permettra donc de faire couplage de 2 tensions différentes qui peuvent arriver dans le poste. Quelle est la valeur de la tension actuellement? 33-38. Avec ça, nous avons 2 départs d'ici vers le poste de distribution, donc on est tout à fait confortable. Nous avons une bonne tension qu'on peut distribuer désormais. Nous avons une coordination plus fiable et je crois que c'est tout à fait dans l'intérêt de la population. Nous voudrions réellement que l'investissement puisse profiter réellement au consommateur final, puisqu'avec ce poste de transformateur, je pense que Kandi, Bembereke, Sinadi n'auront plus de problème d'électricité. Différentes lignes ont été construites, nous l'avons suivi dans cet élément témoin. Monsieur le ministre, expliquez-nous un peu le fonctionnement de ces lignes. Je reviens sur le système électrique avec ses 3 pans, production, transport, distribution. Si l'un de ces pans est défaillant, on ne peut pas attendre l'énergie électrique. Donc, le gouvernement fait feu de tout bois. Je disais que ces différents pans doivent être attaqués en même temps, pas en série, donc en parallèle, ce qui fait qu'en même temps que nous travaillons pour une disponibilité plus accrue avec des infrastructures propres installées sur notre territoire, nous travaillons également pour rendre fiable le réseau électrique, que ce soit à haute tension, moyenne tension, basse tension, parce que la situation que nous avions rencontrée quand on est arrivé était préjudiciable justement à une disponibilité accrue de cette énergie. L'exemple que je donnais tantôt, quand l'énergie vient du Nigeria, ça passait par Sakété et allait d'abord au sud du Togo, remontait à Kara, avant de rentrer au nord du Bénin.
Aujourd'hui, au moment où je vous parle, et grâce au gouvernement de la rupture, ces souffrances occasionnées par ce type d'aiguillage est définitivement terminée, puisque nous avions eu 2 projets majeurs qui sont rendus opérationnels aujourd'hui. C'est la ligne qui va d'Onigbolo jusqu'à Parakou, de longue de 261 km, 161 000 kV, qui est le voltage, et celle qui va de Parakou jusqu'à Malanville en passant par Bembereke et Kandi, et là, qui nous permet de dire aujourd'hui que pendant ces 4 années, nous avons changé la configuration du système électrique béninois. Je répète, pendant ces 4 ans, nous avons changé la configuration du système électrique béninois, notamment en matière de transport, par la création de ce que j'appelle maintenant la dorsale interne du Bénin, qui va du sud jusqu'au nord, sans passer d'abord dans un pays voisin. Monsieur le ministre, parlant des moissons, parce que nous amorçons le dernier virage, nous allons aborder les réformes à la SBE rapidement. Qu'est-ce qui a motivé ces réformes? Avant de répondre à votre question, permettez-moi de terminer sur la précédente. C'est que, en l'espace de 3 ans, disons 4 maintenant, nous avions augmenté les longueurs de ligne dans notre pays au niveau haute tension de près de 15%. Près de 15% en l'espace de 4 ans. Nous avons augmenté en termes de réseau basse tension, c'est ça qui permet d'aller chez les gens. Basse tension, près de 20% en l'espace de 4 ans. Faites un petit calcul. Si on divise ça par 4, non, je dis même plus, on va diviser par 10 même. On divise par 10. Et on prend ce 10e de tout ce qu'on a réalisé en 4 ans. Si depuis 50 ans, on faisait le 10e par an, je crois que le Bénin sera au ciel du développement. Donc ça, c'est important à noter. De la même façon, qui rejoint un peu la question d'impact économique et social de toutes ces évolutions, vous savez qu'en l'espace de 4 ans, nous avons augmenté le nombre de clients de la SBE de près de 20%. 20%. On est passé quand on est arrivé de 570 000 clients, et ça c'est la valeur 2016, sachant que 2015 c'était plutôt 530 000. Aujourd'hui nous sommes à plus de 635 000 clients. Et nous allons poursuivre. Et tout ce qui a été des désagréments pendant les 2 dernières années, notamment en matière de pénurie de compteurs, est conjugué définitivement au passé, puisqu'il y a une meilleure disponibilité de ce matériel pour satisfaire le plus possible nos concitoyens. Mais vous avez posé une question très pertinente les réformes. Sur les réformes, et particulièrement de la Société nationale de distribution. Vous savez, nous avons constaté que nos concitoyens ont trop souffert par manque de cette énergie électrique, d'une part, mais aussi ont souffert du fait que la notion clientèle n'est pas au cœur des préoccupations de la SBE. C'est pour ça, d'ailleurs, que le gouvernement en a fait un projet phare, la restructuration de la société de distribution, à travers un certain nombre de réformes, des réformes profondes, je dirais même courageuses et parfois difficiles, mais ô combien nécessaires parce que c'est à ce prix, et à ce prix seulement, et je crois que ce gouvernement l'a compris, c'est à ce prix seulement qu'on va restructurer effectivement, efficacement, mais surtout durablement ce secteur, notamment la Société nationale d'électricité. On a commencé d'abord par mettre en place un contrat plan entre l'État et la SBE à travers un certain nombre d'indicateurs de performance, que ce soit en matière technique, taux de perte, temps de coupure, durée moyenne de connexion, etc. Ce qui nous permet d'ailleurs très rapidement de ramener la durée moyenne des temps de coupure. On a divisé par 5, c'est-à-dire qu'on est passé de 75 heures en 2015, c'est-à-dire
le client moyen se voyait couper au moins 75 heures par an. D'autres, c'est 200 ou 500, comme c'est une valeur moyenne, il y en a bien sûr au-dessus et il y en a en dessous. Nous avons divisé par 5. De l'autre côté, le temps moyen de dépannage qu'on a trouvé qui était plutôt de 10 à 11 heures par panne est passé à 2,5 heures. Là aussi, nous avons divisé par 5. Ce qui montre que déjà, avec le contrat-plan et des indicateurs de performance que nous avons mis en place, y compris au niveau de ressources humaines, efficacité, formation, etc., ça a commencé à prendre corps et à produire des résultats. Mais le travail, la profondeur du changement est telle que nous ne pouvions pas nous contenter que d'un contrat-plan. C'est pour ça, d'ailleurs, le gouvernement avait décidé, au-delà de ce qui avait été préconisé dans le cadre de l'accord de don du Millennium Challenge Account, MCA, de changer le directeur et le directeur adjoint pour rendre plus efficace cette entreprise. L'analyse du gouvernement a débouché sur le constat suivant: le mal est profond et nos concitoyens sont impatients. Et il faut aller vite et en profondeur pour que les résultats soient durables. C'est pour ça que le gouvernement a pris la décision de passer en gestion déléguée cette entreprise nationale dont la vocation est de tout faire pour rendre disponible cet intrant majeur à nos concitoyens et à nos entrepreneurs. Donc nous avions effectué un appel d'offres international. Un appel d'offres international pour pouvoir recruter une entreprise internationale du secteur qui a pion sur rue et qui a fait ses preuves d'efficacité, de performance dans le secteur. Et donc cet appel d'offres international a débouché effectivement sur la compagnie canadienne Manitoba Hydro International pour venir, je dirais, distiller qu'est-ce qui leur a permis d'être performant dans ce secteur au niveau de la distribution et profiter de l'occasion pour monter aussi ou faire monter en compétence nos compatriotes pour que, au bout de la période de gestion déléguée qui est de 4 ans, nos compatriotes puissent prendre à nouveau les rênes de cette entreprise importante pour pouvoir poursuivre ce chemin de performance attendu. Et je profite de l'occasion pour rappeler que c'est bien d'une gestion déléguée qu'il s'agit. Ce n'est pas une privatisation. La preuve, tous les agents de la SBE sont toujours en place et nous recherchons à travers cette gestion déléguée une efficacité accrue, des performances sans égales pour que cette entreprise majeure dans le paysage socio-économique de notre pays puisse devenir une entreprise fiable par rapport à ses missions, une entreprise viable, c'est-à-dire économiquement équilibrée, pour ne pas dire financièrement équilibrée, et puis une entreprise qui, tout en mettant la clientèle au cœur de ses préoccupations, soit, je dirais, aguerrie pour répondre aux enjeux d'aujourd'hui et de demain. Il y a eu, je dirais, un allègement au niveau de la grille tarifaire, amélioration de la grille tarifaire, l'amélioration des services au profit de cette clientèle. Dans ces réformes, nous avons fait en sorte que le maître mot, le souci principal, soit la clientèle. Vous savez, il y a eu tant de souffrances, notamment au niveau des queues, au niveau des agences. J'avais même l'habitude de dire que la SBE, étant une société d'État, une société épique, c'est-à-dire entreprise ou entité publique à vocation industrielle et commerciale, que le C était mort. Et que tout ce que le gouvernement entreprend dans ce domaine aujourd'hui, c'est de tout faire pour que ce C soit ressuscité, mais soit ressuscité avec brillance ou avec brio. Pour que le volet commercial reprenne vie. Que la clientèle soit au cœur des préoccupations de l'entreprise et des agents qui travaillent dans cette entreprise. Parlant de clientèle, notamment, si vous permettez, les queues
énormes qu'on avait dans les agences, nous avions fait des actions qui ont commencé à porter leurs fruits. Je veux parler du réaménagement d'un certain nombre d'agences, et ça se poursuit aujourd'hui. Et puis, le paiement désormais par mobile money, la dématérialisation, de l'achat de crédits d'électricité, dans les compteurs prépayés, qui fait aujourd'hui que même de son lit, on peut acheter ses crédits et à tout moment. Et à tout moment, 24 heures sur 24, on n'a plus besoin d'aller faire la queue. Et des fois, on vous dit, on est désolé, c'est l'heure, revenez demain. Le gouvernement du président Patrice Talon est en train de révolutionner ce secteur, pour ne pas dire ce pays, et je compte sur vous pour en être des ambassadeurs. Monsieur le ministre, en 2016, vous étiez en colère. Vous l'êtes aujourd'hui, vous l'êtes toujours. Ma colère s'est transformée en sourire. Grâce, je dirais, à la vision qu'on a pour ce secteur aujourd'hui, à la détermination et à l'engagement du chef de l'État pour une transformation durable de ce secteur, et le fait que les actions suivent la parole et que derrière, les réalisations confirment que les choix qui ont été faits sont des choix justes. Vous avez l'exemple de ce que j'ai qualifié de musées qui sont devenus aujourd'hui des centrales opérationnelles, à Porto-Novo, à Parakou et à Nati-Tengu. Ça, c'est un exemple concret. Vous avez vu la réalisation de Maria Gleta, vous avez vu la quantité de lignes de transport et de distribution qu'on a mise en œuvre. Vous savez qu'au niveau de la distribution, nous avons fait également une prouesse qui n'est pas beaucoup sortie. On a entendu effectivement les plaintes légitimes de nos concitoyens. Vous savez qu'entre novembre et décembre, la SBE a installé 35 000 compteurs. 35 000. Faisant passer le nombre de clientèle de 605 000 à aujourd'hui 640 000. C'est extraordinaire. Et il y a suffisamment de compteurs aujourd'hui pour que nous continuions de réduire le délai d'attente entre le moment où on fait une demande et le moment où on vous installe les compteurs. Tout ça, ça montre que cette dynamique est une dynamique plus qu'extraordinaire, surtout parce que ça porte des fruits qui permettent d'améliorer les conditions de vie de nos concitoyens à travers l'impact socio-économique que ça peut avoir. Notamment, je prends les artisans. Je suis coiffeur, je suis menuisier, je suis soudeur. Ce que je ne pouvais pas faire quand il n'y avait pas l'électricité. Quand on voit qu'on a divisé le temps de coupure par 5, la durée de traitement des pannes par 5, qu'on a augmenté le nombre de clientèle de la SBE à plus de 20%, quand on voit qu'il y a beaucoup de projets en cours qui vont concourir dans les 2 prochaines années à augmenter significativement le nombre de localités éclairées dans notre pays. Je prends l'exemple de l'électrification rurale, où le gouvernement s'est fait un point d'honneur à faire en sorte que ce que nous appelions le parent pauvre de notre système électrique puisse rattraper le temps perdu à travers des réformes. D'abord, en septembre 2018, on a pris un décret portant électrification hors réseau pour faciliter les investissements privés dans le milieu rural. Et d'ailleurs, une des réformes majeures de ce gouvernement dans le secteur de l'énergie, c'est le nouveau code de l'électricité qui a été voté le mois dernier à l'unanimité à l'Assemblée nationale et qui va révolutionner le secteur. Vous savez, le précédent code d'électricité date d'une quinzaine d'années et ne répondait plus aux préoccupations de notre temps. Il y a des grandes lignes, des innovations. Et là, il y a des innovations extraordinaires, notamment comment faire en sorte que le cadre réglementaire puisse rassurer les investisseurs. Ce cadre réglementaire, désormais, fait des améliorations en matière de mesures fiscales, fait des améliorations en matière d'énergie renouvelable. Vous savez, les composantes, par exemple, pour des installations solaires, sont par exemple exonérées de droits de douane pour encourager l'accélération de ça.
savez, c'est également l'autorité de régulation du secteur, l'ARE, qui est, comme disent certains, le gendarme, mais on n'a plus de gendarme dans notre pays, c'est plutôt la police du secteur, qui a un rôle, je dirais, régalien important à double volet. D'un côté, doit protéger les consommateurs pour qu'ils puissent avoir cette énergie dans les meilleures conditions possibles, et puis de l'autre, garantir la viabilité du secteur, c'est-à-dire l'équilibre économique ou financier de ce secteur. Et pour faire ce travail, il nous faut une structure qui soit autonome. Et cette autonomie a été donnée à l'autorité de régulation de l'électricité à travers un certain nombre de dispositifs qui lui permettent aujourd'hui de s'autofinancer à travers un certain nombre de taxes que des parties prenantes peuvent lui verser. Donc ça lui permet d'avoir les moyens, je dirais, de sa politique. Donc toutes ces réformes doivent nous conduire inlassablement et surtout durablement à améliorer ce secteur qui, dans quelques temps, doit être un exemple en Afrique. Parce qu'en même temps que nous travaillons sur l'amélioration donc de notre système électrique, nous contribuons également à ce que j'appelle l'intégration régionale. N'oubliez pas que le Bénin est la capitale du système d'échange d'énergie électrique ouest-africaine, le WAP. Donc, d'ailleurs, pour ça, on est en train de construire à Calavi ce qu'on appelle le dispatching, c'est-à-dire l'endroit où on va gérer tout le flux électrique de toute l'Afrique de l'Ouest. Désormais, ce sera du Bénin, de Calavi, et à côté, la création de la salle des marchés, parce qu'on crée la bourse de l'électricité qui va nous permettre en fait d'avoir encore plus de disponibilité, puisque l'interconnexion de l'ensemble des 14 pays continentaux de la CEDEAO va se terminer l'année prochaine, et donc on va avoir plus de disponibilité et à terme à moins de coûts. L'énergie vient renforcer alors le Bénin, qui est une terre d'opportunité. Vous savez, vous avez raison de dire que le Bénin, l'énergie est plutôt au cœur du Bénin. Désormais, terre d'opportunité grâce au président Patrice Talon. Mais ce qu'il faut noter, c'est que dans notre pays, il n'y a plus de délestage. Le délestage, c'est un phénomène volontaire. Quand l'offre n'est pas suffisante pour répondre à la demande. Ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fatalité. Deuxièmement, nous avons beaucoup progressé dans des réalisations, y compris des réalisations majeures, avec des réformes difficiles encore une fois, mais audacieuses. Et il faut féliciter ce gouvernement à travers ce courage qu'il a eu pour pouvoir avancer sur ces terrains-là, y compris même jusqu'à la mise en gestion déléguée pour profiter des expériences des acteurs majeurs internationaux qui ont eu de l'expérience dans le secteur. Mais également, il faut voir que nous avons grimpé à une vitesse grand V entre les 0% environ d'autonomie énergétique électrique qu'on avait pour arriver à plus de 60% aujourd'hui. De 0 MW installé, je ne parle pas des moyens de secours ou d'urgence qui sont maintenant terminés. Ça, c'est une parole donnée, une parole tenue. Nous sommes passés de 0 à près de 180 MW aujourd'hui, qui fait que notre autonomie est déjà au moins à 60%. Et je vous donne rendez-vous fin 2021 pour une autonomie totale. Et quand je parle de l'intégration régionale, dans quelques temps, ne soyez pas surpris de voir que le Bénin peut vendre de l'énergie on y sera pour faire le point. Tout à fait, Loris. On y sera pour faire le point, monsieur le ministre. La moisson force l'admiration dans le secteur de l'énergie, 60% d'autonomie. Ah oui, en seulement 4 ans. En 4 ans. Il faut le préciser. Tout à fait. Oui. Le gouvernement n'a pas bouclé encore le mandat. Le ministre le dit, il nous donne rendez-vous dans seulement un an pour pouvoir faire le point. Voici vraiment le pari a été tenu. En seulement 4 ans, je le disais, le gouvernement a renforcé sensiblement les capacités énergétiques du pays à travers la mise en place d'infrastructures énergétiques lourdes qui garantissent à tous l'énergie à tous les Béninois, désormais. C'est tout pour ce numéro qui recevait, donnant Jean-Claude Oussou, ministre de l'Énergie. Merci pour votre disponibilité, monsieur le ministre. Merci beaucoup. Vous voyez que c'est simplement magique. Ah ouais. C'est magique, c'est structuré, c'est méthodique et c'est déterminé. Tout à fait. Et ça, je dirais, c'est la marque de fabrique
de ce gouvernement, pour ne pas dire du président Patrice Talon. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le ministre. Merci.